merci de votre fidélité à Débat des Presses. Ce dimanche, 4 sujets de débat. D'abord, le voyage officiel du président du Faso à Djibouti, marqué par des signatures d'accords et aussi des visites et inaugurations. Que vous inspire cette visite? On en débat dans Débat des Presses ce matin. Et puis, le report du FESPACO 2021. Le Covid-19 a eu raison du principal festival africain de cinéma. L'édition 2021 prévue en fin février est donc reportée à une date ultérieure en cause la résurgence des cas de Covid-19. Mais pouvait-on en être autrement si l'on sait que la biennale n'appartient pas que seulement au seul Burkinabé? Nous ne tombe pas venir les choses. On en débat donc dans le débat de presse ce matin. Troisième sujet de débat, la formation militaire rendue obligatoire au cours du SND, le service national de développement. C'est une décision du Conseil des ministres du vendredi 29 janvier dernier. Désormais, les jeunes burkinabés de 18 à 30 ans subiront une formation militaire de 3 mois. Comment pourra-t-on mettre tout cela en œuvre? On en débat donc ce matin. Et ce matin, enfin, la République démocratique du Congo, où le président Tshisekedi est en passe de devenir l'homme le plus puissant de la sous-région du centre de l'Afrique, après l'éviction de la présidente de l'Assemblée nationale, mais également la démission du Premier ministre. Tshisekedi a aujourd'hui les mains libres pour gouverner. Comment en est-on arrivé là? Comment est-il arrivé plutôt à s'imposer malgré le régime tout-puissant de Kabila et son emprise toujours visible sur le pouvoir congolais? Réponse avec nos invités. Et nos invités, c'est d'abord Xavier Belemiégré de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à Débat des Presses, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour, et merci d'être là. Et quatrième invité, Dieudonné Zumbrana, directeur publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. On va d'ailleurs commencer avec vous, Dieudonné. Le voyage officiel du président de 72 à Djibouti. Un voyage marqué par des accords, des visites, mais aussi des inaugurations. Finalement, quand on a annoncé le voyage du président sur la Corne de l'Afrique, notamment à Djibouti, certains observateurs se posaient la question: qu'est-ce que Rochmark Christian Kaboré pouvait-il aller chercher vraiment dans ce pays? Est-ce que c'est votre avis? Non, parce que si aujourd'hui on peut diversifier notre coopération, c'est tant mieux. Il y a évidemment les partenaires habituels comme l'Union européenne, la France, le Danemark et maintenant la Chine. Mais si on peut regarder ailleurs, ce n'est pas rien. Et dans ce petit pays, entre guillemets, puisque Djibouti fait à peu près 25 000 km² avec à peu près 1 million d'habitants. Si dans ce petit pays on peut vraiment nouer un partenariat, un petit pays, et de par sa superficie, mais combien stratégique, parce que vous savez qu'il est quand même, Djibouti est situé dans la corne, dans le détroit d'Aden. Si on peut nouer des relations avec ce pays qui a un grand port qui dessert justement cette corne de l'Afrique, il est à 6 heures de vol de Ouagadougou. Oui, 6 heures, mais n'empêche que si on peut, vous savez, en matière de relations, les frontières ne sauraient être un frein à ça. On coopère bien avec la Chine. C'est à combien vous avez déjà été en Chine? Vous savez que c'est 24 heures de voyage. Donc je pense que si on peut diversifier vraiment notre relation, notre coopération bilatérale ou multilatérale, c'est tant mieux, parce que quand on prend même le port vous avez vu que le président du Faso a visité le port de Djibouti, il a visité le port de Ndoralé qui a été construit par les Chinois, et on a pu avoir vraiment un Burkinabé qui a installé une succursale de sa banque là-bas,
IB Bank. Et vous savez que partout où le nom du Burkina retentit, on doit éprouver une certaine fierté. Quoique, hormis les considérations politiques, ethniques et autres, quand on dit le Burkina est ailleurs dans un pays, on y arrive, on doit être fier. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est un voyage présidentiel quand même qui est tout bénéfique pour le Burkina. On aura le temps peut-être de revenir dans certains détails, mais je crois que la moisson est bonne et il faut que de toute façon, surtout à l'heure du Covid, même après le Covid, où comme on dit maintenant, quand on va apprendre à vivre avec le Covid, il faut qu'on diversifie nos relations. On ne doit plus regarder ni à l'est ni à l'ouest, mais on doit regarder partout, sud, sud, nord, sud. Et Djibouti aujourd'hui est quand même... je vous rappelle qu'il y a près de 3000 soldats français là-bas. C'est son premier partenaire, le premier partenaire de Djibouti, c'est la France. 3000 soldats français. C'est la première base française d'ailleurs en Afrique. Et 1800 boys, 1800 Américains qui y sont. Et les Chinois aussi commencent à être en embuscade. Donc, ce n'est pas un pays, bon, on y allait, les gens voient comme ça, mais Djibouti, c'est un pays géostratégique. Et je pense que quand même, le Burkina... pour ne pas dire, le président du Faso a eu le nez creux en y allant parce qu'aujourd'hui, il faut trouver ce que j'appellerais des niches de coopération pour chaque pays, gagnant-gagnant. Et je pense que ce voyage n'a pas été impensable. Oui, Dabadi Zumbara, avant certainement ce voyage, il y avait que peut-être 4 Burkinabés ou 6 qui vivaient dans ce pays et ils travaillaient pour des ONG et peut-être pour la plupart, et avec l'installation de IB Bank, comme il l'a dit, peut-être ce nombre est porté à une dizaine. Mais vous, qu'est-ce que ce voyage vous inspire? Non, je pense effectivement que en plus de la coopération nord-sud, il faut quand même mettre l'accent aussi sur la coopération sud-sud. C'est très important, c'est vrai. D'aucuns, effectivement, se posent la question, qu'est-ce que Roch est allé faire dans un petit pays, comme on vient de le dire, qui ne dépasse pas 23 200 km² avec une population de 950 000 habitants. Mais il faut, au-delà de ce que Dieudonné vient de dire, c'est-à-dire les questions de port, etc., qui pourraient bénéficier au Burkina, il ne faut pas oublier que Djibouti est considéré comme une minot de paix dans un océan de malheur, parce que les voisins immédiats que sont par exemple la Somalie ou le Yémen avec la façade maritime sont des pays où effectivement il n'y a pas la paix. Alors donc si malgré cette situation Djibouti arrive à se positionner comme étant aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs en termes d'investissement et arrive à réaliser en tout cas des économies assez importantes, il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Burkina, aujourd'hui où la question sécurité se pose avec acuité, ne puisse pas aller vers ces ans pour voir quelle est la stratégie pour effectivement essayer de pacifier davantage le pays. Donc de ce point de vue, on peut comprendre effectivement que le voyage de Roch Marc Christian Kaboré à Djibouti avait effectivement un intérêt au-delà de ce que nous connaissons, et qui est effectivement la représentation par exemple du Burkina dans ce pays. Vous l'avez dit, on n'a pas peut-être plus d'une vingtaine de personnes là-bas, officiellement connues, mais n'empêche quand même que avec cette coopération qui a commencé à prendre corps, si je peux m'exprimer ainsi, on pourrait effectivement voir ce nombre-là se renforcer davantage, notamment avec d'autres questions culturelles, etc. Vous savez que le Burkina, la matière, a quand même une expérience à revendre en ce qui concerne l'organisation des événements culturels comme le FESPACO, etc. Et donc, je pense que Djibouti aussi estime que le Burkina est un partenaire avec lequel il pourrait effectivement réaliser une coopération gagnant-gagnant. C'est vrai, chacun peut avoir son avis sur la question, mais je pense quand même que le Burkina étant un pays enclavé, on ne peut qu'aller vers ceux qui peuvent effectivement nous apporter une plus-value en termes d'échanges commerciaux, etc. Et je pense que c'est pour cela d'ailleurs que notre compatriote, Dieudonné l'a dit, Bankungu y a implanté une banque pour, je pense, permettre au secteur privé de jouer véritablement un rôle important dans cette coopération qui est appelée effectivement à grandir et apporter des fruits au bénéfice naturellement des deux États que sont bien sûr
Djibouti et Burkina Faso. Oui, Albert Nagrego, votre avis sur ce voyage, les uns et les autres l'ont dit, il y a un certain nombre d'accords qui ont été noués, mais il y a aussi ce rayonnement du Burkina Faso à l'international à partir des affaires et l'implantation d'une succursale de IB Bank. On le sait déjà, Ebomaf est déjà dans la corne de l'Afrique bien avant l'implantation de cette banque. Est-ce que l'arrivée de IB Bank dans la corne de l'Afrique renforce-t-elle davantage la présence du Burkina économique dans cette partie de l'Afrique? Oui, la présence de la banque, évidemment, ça renforce l'image du Burkina, mais moi je reviendrai un peu sur les raisons de cette visite. C'est vrai que les raisons officielles ont été communiquées, mais contrairement à Dieudonné et puis Dabadi, moi je ne trouve pas ça que cela. Dieudonné l'a si bien dit, c'est un pays avec à peine 1 million d'habitants. Ça veut dire que la population ne vaut même pas la population de Ouagadougou, parce que Ouagadougou aujourd'hui est au-delà de 1 million d'habitants. En termes de superficie également, c'est pareil. Alors, moi, je ne suis pas contre que le président du Faso aille en visite. C'est tout à fait normal. C'est normal, il faut s'ouvrir aux autres pays du monde. Mais une visite de 72 heures dans un pays comme Djibouti, et puis c'est qu'on a vu à l'agenda, il y a des questions. Moi, j'aurais aimé qu'on nous dise clairement que nous sommes à la recherche peut-être économique, peut-être Ebomaf qui est aujourd'hui le principal, on va dire... qui fait partie de l'économie burkinabé. Oui, puisse inviter le président du Faso à Djibouti pour inaugurer sa banque. Je serais tout à fait d'accord parce que... Tout à fait, ça se fait. Vous l'avez déjà dit, Ebomaf, c'est pas aujourd'hui que Ebomaf est à Djibouti. L'année passée, il y a eu un marché de plus de 5 km à réaliser dans ce pays, tout comme dans d'autres pays de la sous-région d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'est un peu aussi la pratique de certains hommes d'affaires. Vous voyez qu'il y a des expatriés, quand ils arrivent dans un pays, quand ça marche très bien, ils arrivent à créer des succursales de banques. Même au Burkina, il en existe. On évite de faire de la publicité. Sinon, on connaît des banques qui sont au Burkina ici, rien que pour accompagner des multinationales qui sont implantées ici. Ils ne parlent pas trop, ils ne font pas du bruit, ils ne font pas de la publicité, ils sont là et puis ils soutiennent de façon économique dans les transactions ces multinationales-là. Moi, je suis d'accord aujourd'hui que IB Bank à Djibouti, c'est une bonne chose pour le Burkina, c'est le rayonnement du Burkina, mais si on y va pour d'autres intérêts, qu'on le dise aux Burkinabés, que les Burkinabés également sachent que voilà des Burkinabés qui participent à faire rayonner le Burkina Faso. Sinon, la coopération, des questions diplomatiques, bon, quand on regarde dans la forme, ce n'est pas des choses vraiment acquises, quoi, parce qu'on dit exempter des passeports diplomatiques et des passeports de service, ça veut dire que c'est encore une catégorie de Burkinabés, ce n'est pas le Burkinabé lambda. La visite du président du Faso à Djibouti intervient à un moment donné où, dans la sous-région, il y avait une cérémonie importante et que, au regard des coopérations bilatérales, si le président du Faso était à Accra pour l'inhumation de l'ancien président, personne n'allait trouver à dire, parce que le Burkina et le Ghana, aujourd'hui, c'est quand même deux pays qui sont très liés, qui ont de grands projets ambitieux en cours. Et on a vu également l'importance de cet homme ici au Burkina, son soutien au mémorial Thomas Sankara et autre chose, les relations historiques entre le Burkina et le Ghana et même cette personne. Donc ce ne serait pas étonnant qu'aujourd'hui le président du Faso soit à Accra. C'est vrai qu'on a vu Chérif Si, le ministre d'État, là-bas, mais moi j'aurais aimé encore peut-être reporter cette visite de 72 heures-là à une autre date culturelle et même prendre part à cette cérémonie qui est quand même importante pour la sous-région et même pour le Burkina Faso. Et donc, moi, je ne vois pas forcément la chose comme Dieudonné le voit, parce que quand il parle de 3000 soldats français, le Burkina, ce n'est pas un pays de guerre qui va à la conquête d'espace, je ne sais pas moi, géopolitique ou stratégique, pour pouvoir implanter ses soldats. Les 1800 boys, le Burkina n'est pas un pays de guerre qui va à la conquête de ça. En parlant des ports aujourd'hui, on a assez de voisins aujourd'hui qui desservent le Burkina suffisamment. Dieudonné, vous m'excusez, mais bon, c'est ce que je pense que c'est mon Moi, je pense que c'est peut-être aussi leur expérience que le Burkina Faso est allé s'enquérir. Ce n'est pas forcément pour voir directement le lien de la présence française dans ce pays, pour s'en inspirer. Je pense que Dabadi peut-être l'a dit, nous sommes dans un pays, petit pays, entouré d'autres pays où c'est un peu sanglant. Je pense que cette expertise est quand même importante par rapport au Burkina Faso de s'en inspirer. Sinon, sur les raisons officielles qui ont été avancées, j'avoue que je suis aussi resté sur ma soif parce que quand on parle de coopération, signer des accords diplomatiques, alors qu'on n'a pas beaucoup de ressortissants dans ce pays, ça pose véritablement problème. Maintenant, le label burkinabé a été vendu parce qu'il y a en tout cas un expatrié qui a beaucoup investi dans ce pays. Et quand on parle de IB Bank dans ce pays, je pense que pour environ 900 000 personnes
et l'expertise burkinabé qui se vend comme ça. On a vu des kilomètres de route qu'il a eu à bitumer. Ça, c'est un bon label pour le Burkina Faso. Maintenant, pour ce qu'on a maquillé officiellement pour y aller, je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement à redire parce qu'il y avait des événements importants que le président pouvait participer. Le président l'a dit que le président dans ce message, je crois qu'il a dit le président Guy-Boussien l'a invité plusieurs fois pour venir également là-bas. Mais si c'est le cas aussi, il ne s'est pas exclu que ce soit le président Guy-Boussien qui fasse le premier pas. Maintenant, dans ce qu'on a vu, c'est que moi je refuse de croire, c'est le fait qu'on veut maquiller. Parce qu'on a vu déjà Alpha Barry qui est allé au Libéria pour assister à une convention de signature de marché de Ebomaf au Libéria. Et c'était officiel, ça a été dit, et je crois qu'à l'époque aussi le président du Faso devait faire le déplacement. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de maquiller tout cela, comme nous dit qu'on sommes en train de peut-être soutenir les opérateurs économiques burkinabés, aller à la conquête d'autres pays dans l'Afrique ou dans d'autres pays continents pour pouvoir également vendre l'excessif burkinabé en termes économiques. Mais là, on n'aurait pas dépassé quand même 72 heures. On aurait peut-être au bout de 24 heures ou de 48 heures terminé cette visite. Vous l'avez si bien dit, c'est un vol de 6 heures du temps. 6 heures du temps, bon, ça nous permet de faire un aller-retour facilement. Oui, bien donné. Oui, donc c'est pour répondre à ce qu'Albert a dit. Bon, je pense que quand même, bon, peut-être qu'on n'a pas été bien courbé d'Abadi et moi, on est sur la même. On n'a jamais dit que c'est parce que le pays, bon, il est petit, il est quoi. Bon, là d'abord même, bon, je pense que quand même, Albert, il faut quand même. Prenez des pays comme Malte, le Vatican. La coopération n'a rien à voir avec le nombre de populations. Vous avez parlé. Je reprends un par un vos arguments pour les détricoter. Vous dites que, voilà, vous dites que il y a un problème de population. Que le président soit allé pour inaugurer là-bas IB Bank. C'est pas effectivement. Kindo l'a dit, un président on peut l'inviter pour aller officialiser. Même Macron, Hollande peuvent aller officialiser un truc de Bouygues ou bien de Bolloré. C'est pas interdit. Mais en même temps, on peut, c'est l'occasion fait le lard, on profite d'une occasion et on y va. Maintenant, ça c'est votre avis que le président, il aurait pu aller au Ghana. Mais quelqu'un d'autre peut ne pas être d'accord. Parce que mettre souvent deux événements côte à côte, vous avez vos arguments, mais il a envoyé quand même le ministre de la Défense le représenter, ministre d'État. Donc je pense que quand même, c'est pas rien. Il n'est pas obligé d'aller au Ghana. Il n'est pas obligé d'aller au Ghana, il a choisi là-bas. Non, je finis. Et puis bon, sur la présence des Français, bon, je crois que Belemiéré l'a dit, il faut faire attention. C'est ce que j'appelle quand même le degré un peu élémentaire de l'analyse. Élevons le niveau. Quand on dit qu'il y a 3000 Français là-bas, on est aujourd'hui en guerre. On est en guerre quand vous dites que pour ne pas... Mais il y a 3000 Français là-bas. Ce n'est pas tant leur présence qu'on est... Mais s'ils sont là-bas, vous croyez que les Français sont allés là-bas comme ça seulement parce que c'est un pays. Mais c'est la représentation géostratégique que représente ce Djibouti-là qui fait que les Français et même les Chinois s'y bousculent. Encore que il y a le chemin de fer Djibouti-Éthiopie qui a été construit par les Chinois. On peut s'inspirer de ça parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons besoin par exemple du chemin de fer au Burkina aujourd'hui pour un peu découvrir. Ça fait quand même de l'expertise que le président du Faso peut aller, même s'il y avait un seul Burkinabé là-bas, peut aller s'en inspirer et Belemiéré n'est pas allé au fond. Donc ça n'a rien à voir, on peut faire d'une pierre deux coups, mais ce n'est pas parce que, bon, il y a 3000, on n'est pas... Encore qu'on est en guerre. Pourquoi Barkhane est là, on est en guerre aujourd'hui. D'accord. Je pense effectivement, comme il est dit, dans le livre de Jean de La Fontaine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je pense qu'il ne faut pas voir les questions de petitesse, de population ou de superficie, parce que au-delà de ça, il y a une question de qualité qu'il ne faut pas oublier. On l'a dit, comment se fait-il qu'un pays qui est carrément voisin d'un pays comme la Somalie, où effectivement on arrive des attaques à tout moment jusqu'à un niveau inacceptable, et que ce pays-là, il est considéré aujourd'hui comme le plus sud. Mais quelle est la perspective? Donc on est obligé de croissance économique, 7,2% en 2019. Exactement. Même avec le Covid, 7%. Et l'année prochaine, la croissance est estimée à 8,5%.
C'est extrêmement important. Vous aurez la parole. Oui, non. Albert, vous aurez la parole. Albert, vous n'avez pas la parole. Dabadi, vous poursuivez. Dabadi, vous poursuivez. C'est pour dire que... Laissez Dabadi aller jusqu'au bout de sa pensée, s'il vous plaît. Et c'est pour dire que si des Français, des Américains y sont, c'est qu'il y a un intérêt à y être. Et donc je ne vois pas pourquoi un pays comme le Burkina pourrait bouder ces pays. Ça veut dire forcément qu'on a quelque chose à y gagner. Alors on a parlé effectivement du nombre d'habitants. Peut-être c'est parce que la coopération n'était pas peut-être à un niveau donné qu'on n'avait pas assez aussi de ressortissants. Parce que ça aussi il faut le dire. Pour investir dans un pays, il faut que vous ayez des garanties, que vous êtes protégé. Et je pense que c'est normal quand même que le président du Faso fasse le pas et qu'il aille effectivement signer ces accords de coopération, etc. C'est extrêmement important. J'ai dit, nous avons par exemple le FESPACO. Dieu sait combien de Djiboutiens peuvent venir ici, dans le cas du FESPACO, investir, etc. Donc, souvent, ce n'est pas forcément la quantité qu'il faut voir, mais la qualité aussi, parce que ça compte. On a dit, très peu de pays réussiront à réaliser au cours de 2020 et de 2019 un chiffre positif en termes de croissance. Mais ce petit pays, Dieu donné, vient de le dire, a réalisé. Voilà, exactement. C'est pour dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas cette croissance. On n'a pas cette croissance. Oui. Pour les années, vous n'avez pas la parole en même performance. On va aller par étapes. Dabadi, vous avez fini. Albert, vous précisez votre pensée. Je respecte leurs opinions. Mais les arguments sur lesquels Dieu donnait, par exemple, Abbas, là, c'est là qui me pose problème. Lesquels? Par exemple, quand il prend les soldats français à Djibouti aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sahel est beaucoup plus prisé par les puissances militaires que, si tu veux, tout autre. Le Sahel aujourd'hui, on a combien de Français à Bamako qui sont là? Il y en a combien de militaires, les Américains qui sont au Niger? Il y en a combien? Les Américains, vous avez suivi l'année dernière, vous avez suivi, encore ça continue, vous avez la Russie par exemple, qui avec le Mali, la coopération, c'est en force. Si vous arrivez à mettre... Non, mais pourquoi il y en a 5 000? Pourquoi il y en a 5 000 à Djamena? Plus de 5 000 à Djamena Batal. Quand tu parles du chemin de fer, on a vu dans les traités d'amitié de coopération avec la Côte d'Ivoire, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Pambao. Maintenant, quand on va plus loin, il y a encore cette coopération entre le Ghana et le Burkina aujourd'hui pour la réalisation d'un chemin de fer. Donc quand vous direz que ce qui pose problème pour la réhabilitation avec Abidjan, parce que Abidjan vous retrouve que le Burkina est en train de changer de partenaire d'un pays partenaire qui est un autre itinéraire qui est Accra, Ouagadougou. Donc aujourd'hui que ce soit le chemin de fer, vous évoquez Djibouti, Éthiopie, que ce soit l'armée française à chose dans la pomme les Chinois, aujourd'hui nous avons établi notre coopération avec la Chine. On a repris avec les Chinois. On a repris avec la Chine. Une coopération qui est d'ailleurs timide. Parce que jusqu'à la reprise de la coopération, aujourd'hui, on ne sait pas venir. Donc moi je veux qu'on ait sur des arguments qui tiennent. Mais il ne faut pas avoir fabriquer des arguments pour légitimement donner à ceux qui font cette visite-là pour dire oui, ça peut être ça va populaire, je respecte bien. Mais ce que vous avancez, on a déjà tout ça dans notre espace ici, CEDEAO si vous voulez, dans l'Afrique subsaharienne ici. Moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller chercher ça ailleurs. Ce voyage est maintenant. Non, on n'a pas dit que c'est inutile. On a dit si on allait inaugurer les banques, si on allait trouver des marchés on va essayer d'avancer. Moi c'est qu'on allait faire. Et au lieu de chercher à parler de coopération, votre pensée est comprise. Votre pensée est comprise. Votre pensée est comprise. Vous concluez sur ce sujet. Je pense que c'est peut-être les termes officiels qui ont été utilisés un peu pour annoncer ce voyage qui a plus ou moins créé peut-être un peu de polémique au sein de l'opinion, parce que les gens, quand on parle beaucoup de signatures d'accords pour faciliter les passeports, l'établissement des passeports, alors qu'on n'a pas beaucoup de Burkinabés là-bas, c'est peut-être ça. Sinon, dans le fond, effectivement, quand on parle de signature d'accords de coopération
on maquille des choses, peut-être que nous, on ne sait pas. On a parlé un peu de la présence française là-bas. On peut s'inspirer de l'expérience. Il y a des tramways qui ont été construits là-bas. On peut s'inspirer de l'expérience. On parle de coopération interculturelle. Il y a le FESPACO. Peut-être qu'il y a des films qui se produisent là-bas avec beaucoup plus de facilité que les Burkinabés ne savent pas. Bon, je pense peut-être que c'est les termes officiels qui ont été utilisés un peu pour justifier ce voyage officiel-là qui a peut-être créé la polémique au sein de l'opinion. Sinon, on ne peut pas dire que ce voyage ne valait pas lieu d'être. D'accord. Autre sujet également de débat, c'est le FESPACO d'ailleurs qui a été reporté, s'il est dit, un report dû certainement au Covid-19 qui fait sa résurgence au Burkina. Dabadi Zumbara, est-ce que pour vous c'était surprenant? Parce que est-ce qu'on ne voyait pas venir les choses? Je pense effectivement que ce n'est pas surprenant. Je pense que c'est une décision même sage. Pourquoi? Parce qu'au regard de la résurgence de cette maladie et au regard des nouveaux variants qui ont été découverts et dont le risque reste à déterminer pour les populations, je pense qu'il fallait effectivement que le gouvernement essaie de prendre un certain nombre de mesures. Vous savez très bien que le FESPACO est un événement qui rassemble beaucoup de monde. Or, on le sait également, le respect des mesures barrières n'est pas la chose la mieux partagée au pays des hommes intègres. Et en la matière, face à une telle réalité, je pense que mieux vaut pécher par excès de prudence que par excès de confiance. Et donc, je pense qu'au-delà, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gouvernement, comme on le dit généralement, l'horaire humain n'est précédé dans l'horaire diabolique. Le gouvernement, on le sait très bien, n'avait pas réussi à prendre des mesures pour que les acteurs politiques puissent respecter les mesures barrières pendant la période électorale. La suite, on la connaît, même si certains essaient de le contester. Donc, pour moi, cette décision sonne comme une sorte de rattrapage. Donc, c'est une décision de prévention. Et je pense que c'est tout à fait normal. Naturellement, en reportant le FESPACO, ce n'est pas, je crois, par gaieté des cœurs que les autorités l'ont fait, parce qu'il faut reconnaître que c'est là quand même, il y a beaucoup de manque à gagner. Ce sont des efforts de 2 années pratiquement de préparation et de mobilisation de ressources financières et humaines qui finalement semblent être anéanties avec cette décision du côté. Donc il y a l'image également du Burkina, mais je pense que comme aujourd'hui nous savons tous que la question du Covid n'est pas seulement spécifique au Burkina, pratiquement tous les pays de la sous-région sont frappés, et donc je pense qu'on peut comprendre cette situation. Je pense que le plus important, à mon avis, dans cette affaire, est que le gouvernement essaie d'échanger avec les acteurs du cinéma pour que les hôtelleries, etc., on puisse trouver effectivement des mécanismes pour accompagner les uns les autres, parce que c'est un secteur qui est sérieusement qui souffre, parce que depuis les métineries, depuis l'avènement du Covid, il faut dire que il y a aussi l'insécurité. En 2019, on se posait la question, est-ce que le FESPACO 2019 allait se tenir ou pas? Tout à fait. Donc autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, la situation n'est pas facile à gérer par l'ensemble de ces acteurs. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas voir les choses seulement du mauvais côté. Ce report doit permettre aussi à l'ensemble des acteurs de mettre les bouchées doubles pour organiser un FESPACO de qualité pour les prochaines éditions. Cela permettra effectivement de relancer cette image de la capitale du cinéma africain que nous portons et dont nous sommes fiers. Oui, Xavier Bilebegri. Alors, la préoccupation, c'est peut-être qu'est-ce qu'on fait des films qu'on a commencé à produire, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les producteurs de films. Mais dans le même temps, ces acteurs vous disent qu'avec le Covid-19, depuis un moment, les cinéastes ne sont pas arrivés à tourner. Justement. Parce que sur le terrain, les productions ne sont pas aussi légion comme je pense que c'est l'une des raisons fondamentales même qui a poussé le comité d'organisation à faire la proposition de report. Parce que, figurez-vous, pendant la période de Covid, les acteurs culturels dans leur ensemble même éprouvaient des difficultés pour réunir les gens, pour organiser vraiment beaucoup de choses. Donc le report peut-être doit servir de base pour qu'on imagine, de mon point de vue, des alternatives pour produire des films avec le Covid et éventuellement mieux se préparer. Si le président avait donné un fonds
je crois, 1 milliard pour aider en 2019 pour contribuer donc à la production du cinématographique national. Est-ce qu'avec ce report, en tout cas, l'État va encore penser aux acteurs culturels en leur donnant beaucoup plus de moyens pour qu'ils puissent mieux se préparer, parce qu'on ne sait pas si on va organiser ça en 2022 ou on va reporter carrément en 2023 comme ça se fait chaque 2 ans. Donc c'est peut-être la préoccupation à ce niveau, et l'État, en plus de reporter, pour mieux organiser, doit voir vraiment comment on peut vivre avec le Covid dans la production des films. Je pense que c'est là-bas la préoccupation. Mais à ce niveau, le bouquin n'est pas seul, Albert. On a vu aussi le Festival de Cannes ou la Berlinade sont des grands rendez-vous du cinéma au plan mondial qui ont été également reportés. Oui, en fait, c'est pourquoi on dit chaque fois, quand on parle de Covid, et puis des gens pensent qu'on met trop l'accent sur la lutte contre le Covid, contrairement à d'autres mots, alors qu'on a d'autres mots qui sont plus fréquents dans le quotidien des Burkinabés que les autres. On dit, l'exception ici, c'est que c'est un phénomène, on va dire, mondial aujourd'hui. Donc, naturellement, si le Festival de Cannes est reporté, il fallait déjà avoir un feeling grand qu'au Burkina. Ce report était déjà dans les tuyaux. Maintenant, vous avez parlé de Berlinade également, c'est des grands festivals aujourd'hui qui sont reconnus à travers le monde. Si ces festivals-là reportent et qu'ici on ne les reporte pas, c'est pas évident qu'on aura également les mêmes qui devaient aller là-bas, le même engouement au Burkina Faso. Ici, on serait obligé de le faire peut-être une forme un festival au rabais pour pouvoir satisfaire le monde du cinéma également. Mais l'autre chose, ce qui est dommage, moi parce que j'ai vu répondre, la différence avec le Festival de Cannes, c'est que le Festival de Cannes veut dire qu'il reporte en G. Berlinade également reporte en début mars. Mais au Burkina, on a dit reporte. Alors, on a fait comme ça avec la SNC. Jusqu'à ce qu'on a donné espoir aux populations de Bobo, surtout les acteurs culturels. Et petit à petit, on nous dit oui, ça serait revu à un format minima, et après, c'est fini. Qu'on a le courage de le dire. S'il n'y a pas eu de production cinématographique capable de pouvoir organiser cet événement à cause du Covid-19, pourtant on est dans un système actuellement, on est dans une période où encore le Covid est en train de montrer son retour. Donc soit c'est annulé, c'est clair, ou soit on a une date précise et on dit qu'on va organiser ça à minima, parce que là on a vu que Berlinade ce serait de façon virtuelle. Alors que de vouloir tout arrêter, ou encore vouloir reporter à Cinédie et puis après on dit que c'est annulé. Donc moi je pense qu'il y a un problème. L'autre fait aussi, ça montre parfois qu'on n'est pas forcément indépendant dans l'organisation. Quand on dépend aussi des partenaires, parfois on est obligé de suivre le rythme du monde, parce que pour organiser le festival, on va se dire que c'est des milliards. Il faut également l'appui des partenaires extérieurs et au niveau interne pour pouvoir apporter un plus dans l'organisation, la réussite de l'organisation. Malheureusement, on n'a pas arrivé aujourd'hui à porter véritablement le FESPACO en tant qu'élément produit burkinabé, et qu'on continue de dépendre également aussi du soutien de l'extérieur. C'est dommage. Et encore que l'impact sur l'hôtellerie, on n'a pas besoin de le dire, parce qu'aujourd'hui, sans SMC, sans CIAO qui a été annulé, sans FESPACO également, on va dire que c'est la traversée du désert pour les hôteliers. Donc pas les hôteliers seulement, mais même ceux qui sont dans l'artisanat, c'est la traversée du désert. Est-ce qu'avec les mesures sociales annoncées par l'État pendant la Covid-19, est-ce que ces mesures, on va les revoir encore à la hauteur pour pouvoir soutenir le secteur, pour que le secteur puisse également se porter mieux, vu tout ce qui s'est passé depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui avec le Covid? Oui, Dieu de Lézouran, à votre avis sur ce report dans le doute, comme on dit, il faut s'abstenir. Il y a aujourd'hui la Covid-19 avec ses variants. Bon, mes prédécesseurs ont parlé de la croisette à Cannes qui va reporter ses films et ses paillettes. Il y a la Berlinade aussi, ils ont reporté en mars. Il y a même le festival de Suède de Gothenburg. Eux, ils vont tenir ça, mais avec un public et puis des cinéastes. Un format sur une île d'ailleurs isolée. Bon, donc il faut dire que vous avez bien fait, Kino, de rappeler qu'en 2019, on était en pleine
Oui, en pleine crise de choses, ouais. Mais moi, j'ai été étonné que ce fut une belle réussite, hein, le FESPACO. C'était le 60e. Le cinquantenaire. Parce qu'il y a eu du monde, les Européens se sont déplacés malgré cette atmosphère insécure là. Bon, mais si avec la Covid, on a pris en tout cas la décision de reporter ça, c'est que quand même il y a véritablement péril à la demeure et il faut quand même essayer de ne pas prêter le flanc parce qu'il y a une recrudescence. Actuellement, il y a une recrudescence, donc je pense que, bon, mis dans la balance, c'est vrai qu'il y a le côté économique quand même, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'est aujourd'hui mortel, même en Europe, les gens riches maintenant obéissent, parce que quand on parle FESPACO, vous avez les festivaliers, les hôteliers, les restaurateurs, il y a tout ce petit commerce-là qui vit à cause de ça, mais on a préféré vraiment faire table de ça. Ça ne sera pas facile, mais il ne faut pas oublier qu'en face quand même avec la Covid là, il faudra faire gaffe. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut peut-être déplorer, quand c'est comme ça, bon, il faut faire des estimations pour dire, soit dans 6 mois, le FESPACO aura lieu, ou bien on va le faire la même année que le CIAO, pourquoi pas on fait le FESPACO en février et puis le CIAO en novembre, on aura 2 biennales la même année. Soit on dit carrément c'est annulé, mais souvent on laisse effectivement les gens comme ça dans un flou artistique. Et les gens sont là en train d'espérer, et finalement, bon, déjà que, et même ça va porter un coup dur au 7e art, déjà nous l'avons écrit dans un éditorial, déjà que on a les salles de cinéma qui se transforment en boutique de bazar, on a un public cinéphile qui se raréfie. C'est vrai que certains cinéastes burkinabés, à l'image d'un Zida Ouakar ou bien de choses, essayent de faire des films qui plaisent aux Burkinabés, pas forcément des films compétitifs. Déjà, ils essaient de faire exister ce 7e art, mais c'est pas facile si on se met à... Et même, vous voyez que le FESPACO aujourd'hui a de sérieux concurrents. Si on n'y prend garde, dans l'esprit des pères fondateurs comme les Samber Ousmane, les Oumarou Ganda, c'était quand même que ce cinéma-là, le Ouagadougou soit la capitale. On s'est battu pour ça. Mais à force de faire aujourd'hui, c'est vrai que c'est une nécessité qui nous oblige, mais il faut quand même, je pense que le gouvernement gagnera à dire, on l'a reporté, mais la biennale aurait lieu tard. Ou bien c'est carrément annulé. Là, quand même, ça suffit les gens et ils vont se détourner vers autre chose. Mais quand on laisse les gens comme ça, face à l'inconnu, c'est ça souvent, et je pense que on rejoint encore une question de communication gouvernementale. Oui, c'est vrai, on a une pensée pour notre ami Moussa Alex Abadou, le nouveau délégué général, certainement qui le ministre. Voilà, tout à fait. Oui, Albert. Non, en fait, je voudrais revenir sur la question des salles avec Dieudonné Zongrana. Je me dis aussi peut-être c'est dû à notre politique, hein, parce qu'aujourd'hui on parle des salles qui se meurent parce qu'il n'y a pas de cinéphiles. Moi je suis étonné parce que parfois quand je pars dans les salles, il n'y a pas de cinéphiles. Je ne sais pas. Je suis étonné de l'engouement, je vois parfois. En fait, le professeur Justin Waro avait mené une étude pour voir un peu pourquoi il n'y a pas beaucoup d'engouement. Justin Waro est d'ailleurs critique de cinéma, il enseigne à l'université de Ouagadougou et il avait fait une étude pour voir un peu comment il n'y a pas souvent trop d'engouement et l'étude a démontré que contrairement à peut-être à ce que les gens pensent, les Burkinabés aiment aller au cinéma. Parce que moi, les rares fois que je suis allé, j'ai toujours vu un bon public. Je me suis demandé, mais pourquoi on dit que ça ne marche pas? Et quand on voit des grands groupes comme Bolloré, par exemple, aujourd'hui, qui est dans la construction des salles Vivendi, et avec le groupe Olympia, il y a à peine 2 ou 3 ans, le salle Canal Olympia a été ouverte. Il y en a et après, ici, ça veut dire que quelque part, il y a de l'intérêt. Sauf que c'est peut-être nous qui ne le voyons pas,
qui ne savent pas exploiter. Mais aujourd'hui, ces salles, s'ils le font, c'est qu'il y en a. Et avec les commodités également qui accompagnent ces salles, malgré tout, vous avez parfois le prix d'entrée qui sont quand même à la portée des Burkinabés, mais des salles pleines quand même. Par moment, ça dépend aussi des films. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique des salles de cinéma au Burkina Faso, ça peut-être on manque véritablement des cas de réflexion pour voir comment on peut redynamiser et puis donner encore le moyen à ces salles-là de pouvoir faire rentabiliser. Maintenant, oui, je voulais revenir sur l'organisation du FESPACO. Ils nous ont dit que c'est un report, ils n'ont pas donné de date. Mais moi, à mon avis, que ce FESPACO-là puisse s'éteindre, même si ça va s'éteindre. Dieu donner la vie, bien que de la communication. Ah oui, pour parce que je pense qu'on peut quand même l'organiser. Parce que c'est quoi le problème? Le problème aujourd'hui, si c'est parce qu'on doit faire l'ouverture du FESPACO dans un stade et que le stade, il aura du monde, il y a des risques de contamination, mais on peut limiter le nombre de personnes invitées. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des campagnes qui sont lancées dans les stades au Burkina, ça n'a pas gêné. Après la Covid remontée, on a dit c'est la politique, c'est pas la politique. Mais moi, je pense que le FESPACO aujourd'hui, même s'il faut le lancer peut-être dans une salle avec 2 tiers, 3 ou 1 tiers du public, réduire le nombre de gens qui vont participer dans les salles, faire avec les films qui sont là, il faut le faire pour le symbole, pour que ça puisse rester, pour ne pas que cette année-là ou cette édition puisse nous échappe. Oui, non, rapidement, mais bon, comment on peut expliquer, par exemple, quand on était jeune, bon, oui, on est toujours jeune, mais quand on était, on allait moins jeune. Ouais, moins jeune. Bon, il y a deux, voilà, il y a les 2 salles du centre-ville là, la salle Rialé et puis chose. Bon, on allait regarder quand même des films là-bas, les films karaté, quoi. Bon, mais aujourd'hui, ces salles de cinéma sont transformées en quoi? Donc, souvent, et même dans les cas à Gongé, il y avait une salle. Ces salles-là, même dans les provinces, il y avait des salles. Mais quand vous passez aujourd'hui, c'est un piteux état, ou bien c'est fermé, ou bien c'est transformé en boutique. Si par contre, on a des salles Olympia et autres, c'est vrai que c'est pour ne pas laisser mourir. Mais moi, je ne m'explique pas, ou bien c'est une politique gouvernementale. Mais pourquoi on ferme ces salles? Est-ce que c'est par manque de cinéphiles? Est-ce que, parce que aussi, il faut reconnaître que l'intrusion du petit écran, l'intrusion du petit écran a rogné aussi, a érodé justement la masse de ces cinéphiles. Les gens préfèrent vraiment, par exemple sur Netflix ou sur chose, ou bien sur YouTube, tu as certains films, mais c'est pas la même ambiance. Aller dans une grande salle, il y a l'ambiance, c'est pas là. Est-ce que c'est ça qui explique que on a fermé les salles ou quoi? Moi jusqu'à présent, c'est une première chose. On n'arrive pas à s'expliquer. On va pas faire un débat sur la fermeture des salles de ciné, c'est juste le report du FESPACO à une date ultérieure, et les uns et les autres l'ont dit. Il serait intéressant que la communication puisse véritablement préciser qu'est-ce qui va se passer pour rassurer davantage les acteurs du 7e art, mais également tous ceux qui vivent de ce art. On va passer très rapidement au 3e point, la formation militaire désormais obligatoire au SND, le Service national de développement. Albert, pour vous, comment on peut y arriver? On l'a dit, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans qui sont astreints au service, et on parle de 90 jours de formation militaire. Non, moi je pense que le gouvernement a pris conscience, parce qu'aujourd'hui quand vous regardez, je ne sais pas trop s'il faut appeler ça formation militaire, mais c'est déjà pas mal avec ce que le nouveau directeur général, est-ce qu'il est nouveau encore, directeur général de l'ENAM, a fait ces dernières années avec les élèves de l'ENAM. On a vu déjà au moins 2 ou 3 sorties dans les camps militaires, même si l'année passée ça fait polémique parce qu'il aurait eu un grand nombre de contaminations de Covid-19. Il y a ce que l'ENAM fait aujourd'hui qui est déjà salué aujourd'hui par tout le monde. Moi, peut-être que cette décision même a été encouragée par les félicitations, les encouragements que les gens ont adressés peut-être à l'ENAM pour cette initiative. Mais quand on va encore plus loin, on a une école supérieure, pour ne pas faire la publicité, mais on n'a pas le choix. Je vais parler de l'IAM, Ouaga, qui chaque année fait immersion avec ses étudiants dans le camp militaire. On en a déjà vu depuis des années à Tenkodogo, à Bobo-Dioulasso, et cette année, ils l'ont fait encore juste une semaine, pour donner l'envie également, permettre à ces jeunes-là de vivre un peu au quotidien avec ces soldats, pour voir un peu comment ils sont organisés, que ce soit la matinale, la journée, comment la journée est organisée, la soirée également, mettre ces jeunes à l'abri. Je veux dire, loin de tout ce qui est comme téléphone, tout ce qui est comme ce qui peut être distrait.
Je pense que c'est des initiatives privées aujourd'hui qui ont certainement encouragé le gouvernement à revenir sur cette mesure. Mais aussi, le contexte sécuritaire peut aussi avoir un impact parce qu'on pourrait se dire que le grand nombre de fonctionnaires aujourd'hui se trouvent dans des zones où on a pratiquement des violences, des attaques terroristes. Quand je dis des zones, c'est-à-dire que la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région de l'Est, la région du Sahel, et qui sont parfois victimes d'agressions, victimes également d'attaques, qui sont parfois même perdent des vies. Aujourd'hui, donner 3 mois, 90 jours de formation militaire à ces jeunes, c'est une initiation, c'est quand même le b.a.-ba, peut-être c'est pour avoir les réflexes ou les bons réflexes au bon moment, ou le flair pour pouvoir peut-être se munir de quelques moyens de sécurité, se mettre à l'abri de certains dangers. Donc je pense que ça fait partie de la politique aussi de sécurité que le gouvernement a élaboré ces derniers temps. C'est normal, c'est de bonnes choses. Oui, Xavier, le ministre porte-parole du gouvernement, Dr Hussein Tamboura, disait que ce décret est influencé par le contexte du défi du patriotisme, mais aussi du civisme. Oui, effectivement, c'est le défi majeur actuellement, le patriotisme et le civisme. Mais le véritable problème, c'est que ces jeunes sont généralement dans l'antichambre de la recherche de l'emploi. Ils veulent quelque chose pour faire en attendant. Donc, moi, ma préoccupation, c'est les mesures d'accompagnement de ces 90 jours. Il a parlé de l'expérience de l'ENAM. N'oubliez pas qu'il y a eu une année où il y a une dame qui a vu sa jambe amputée dans cette expérience de formation au niveau des camps militaires. Qu'est-ce qu'on met? Puisque c'est des centaines de jeunes qu'on recrute chaque année. Qu'est-ce qu'on met comme mesure d'accompagnement pour assurer vraiment une formation de qualité? On parle de jeunes de 18 à 30 ans, ils ne sont pas beaucoup âgés, mais dans la pratique, ce n'est pas évident qu'on puisse vraiment assurer une formation adéquate avec les kits sanitaires qu'il faut pour tous ces centaines de jeunes qui sortent chaque année. Parce que généralement, ça pêche à ce niveau. Est-ce que le gouvernement va s'assurer de tous ces moyens techniques et tous ces équipements qu'il faut pour avoir... Mais l'armée a déjà une expérience en la matière, puisque l'armée assure déjà la formation militaire, pas seulement que des civils, mais par exemple les paramilitaires comme les eaux et forêts, les douaniers et tout. Donc à ce niveau, est-ce qu'il y a des inquiétudes à se faire? Oui, il y a des inquiétudes parce que quand on prend des jeunes de 18 à 30 ans, il y a souvent même des femmes qui s'enrôlent dans ces choses. Maintenant, oui, peut-être il y a des critères volontaires, ou c'est ceux qui sont... Puisqu'ils ont dit, selon les termes, que ça serait tiré, on va tirer les gens au sort. Bon, est-ce qu'en dehors de ces recrutements massifs, on va encore peut-être sélectionner des gens pour aller faire cette formation militaire de 90 jours, ou c'est obligatoire pour tous ceux qui seront tirés? Bon. Moi, je me pose la question, donc, parce que s'il y a des femmes, s'il y a des femmes dedans, il faut peut-être tenir compte de ces critères pour ne pas peut-être avoir des surprises désagréables pendant la formation. Bien donné, Zougrana, est-ce que vous avez aussi les mêmes inquiétudes que Xavier? Bon, inquiétude, je ne sais pas, non, parce que, bon, c'est un retour à une fonction initiale dévolue au SND. Vous savez qu'au départ, cette formation militaire faisait partie intégrante du SND. Voilà, donc, bon, c'est peut-être un retour, mais il faut saluer ça parce que, bon, le ministre porte-parole a évoqué quelques idéaux poursuivis par ce retour-là. Effectivement, il y a l'esprit de corps. Vous savez que quand même la formation militaire, ça formate les gens. C'est un peu le corps où quand même il y a ce qu'on appelle l'esprit de corps. Il y a la discipline. Aujourd'hui, bon, il faut quand même constater qu'il y a vraiment un laisser-aller pas possible. Ça va permettre de ramener cette discipline. Le travail bien fait. Voilà. Et l'amour de la patrie, le patriotisme. L'antichambre de l'emploi. Mais je pense qu'avant, on donnait quand même un petit pécule aux gens du SND. Je ne sais pas pour. Et Kimbo l'a dit. Je crois que l'armée est déjà vraiment expérimentée dans la matière. Je crois que quand même le format là, ils ne mettront pas longtemps vraiment à trouver ce format là. Maintenant, est-ce que la conscription de 90 jours, bon, c'est conscrit de 90 jours là. Est-ce que, bon, c'est suffisant pour... Parce que, par exemple, en Israël, c'est forcé. Tous les Israéliens sont des militaires potentiels. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette conscription-là de 90 jours permettra à chaque jeune d'avoir le b.a.-ba de comment mettre un fusil en bandoulière, ou bien au pied, ou bien... Je ne sais pas, mais
je pense que c'est déjà bien visé parce que surtout, voilà, vous en avez déjà fait déjeuner. J'ai laissé ça en cours de route parce que j'ai eu une bourse, je suis une désertion. Voilà, oui, bon, plutôt, voilà, plus ou moins. Voilà, donc c'est pour dire que, bon, je pense que, Albert l'a rappelé, bon, on est quand même en temps de guerre et il serait bon que souvent ces gars-là soient des réservistes, entre guillemets. Une fois qu'on a cette formation, on a le béaba, comment manipuler une arme, comment faire un camouflage, comment... Bon, ça déjà, c'est pas rien. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ce retour n'est pas mal. Je pense effectivement que l'idée est bonne. D'autant plus que nous avons connu de par le passé une initiative de 16 ans sous la Révolution où la formation militaire faisait effectivement partie. Voilà, exactement. Face effectivement à l'incivisme grandissant, je pense que le gouvernement se devait quand même de prendre une mesure forte. Et si effectivement cette nouvelle version de SN2 peut renforcer le civisme et le sens du patriotisme, ben, je crois que c'est tant mieux. Ce qu'il faut peut-être ici, c'est vraiment l'encadrement. Je pense qu'il faudrait que ceux qui seront formés, il faudrait qu'à l'issue de leur formation, qu'on puisse les accompagner pour qu'on n'ait pas des sommaires. Parce que si c'est le cas, on risque de se retrouver avec des bandits de grands chemins, mais si quelqu'un formé qui sait manipuler des armes et qu'après il n'a pas d'emploi, ben écoutez, l'emploi qui s'offre à lui le plus facile, le plus simple, c'est malheureusement des questions, c'est des braquages et autres. Donc je pense à ce niveau qu'il faut vraiment mettre les moyens. Sinon je pense que c'est une bonne chose. Et puis bon, je pense que ça pourrait contribuer effectivement, au-delà des questions de civisme et de patriotisme, aussi à nous permettre de mieux lutter contre l'insécurité. On a vu quand même sous les CDR comment les villages étaient organisés. Il était difficile pour un étranger de rentrer et de pouvoir commettre un acte délicat sans qu'on ne puisse véritablement l'identifier et même l'appréhender. Bon, c'est vrai que les CDR, on sait ce que ça a connu, ce que ça produit comme résultat. Il y a eu des expériences malheureuses par endroits. À tel enseigne qu'à un moment donné, on a eu besoin de dire, bon, il faut qu'on arrête. Bon, mais je pense qu'avec cette initiative, il faut vraiment qu'il y ait une bonne coordination. Et si tous les moyens sont mis en œuvre, moi je pense qu'on peut effectivement arriver quand même à revenir, à restaurer, j'allais dire, l'image de ce Burkinabé, homme intègre dont on parle. Il y a la RDC. Oui, en fait, je voulais juste dire, mais pourquoi limiter même à SND? Il fallait même l'organiser, si possible, même dans toutes les régions pour les jeunes volontaires. D'accord. Oui, Xavier, on va rapidement aborder le dernier sujet qui est la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, qui est en passe de devenir l'homme puissant de la sous-région du centre de l'Afrique, d'abord avec l'éviction de la présidente de l'Assemblée nationale, ensuite la motion de censure contre le Premier ministre qui a fini par donner sa démission. On le voit, Tshisekedi a aujourd'hui les mains libres. Oui, moi je pense que c'est la réelle politique qui a dominé sur tout ce qu'on pensait parce que figurez-vous que le Premier ministre était à la tête d'un pouvoir qui n'était véritablement pas le sien. Il était issu de l'opposition. Voilà, même s'il était majoritaire à l'Assemblée nationale. Sinon le pouvoir, c'était le pouvoir de Tshisekedi. Maintenant, avec l'arrivée, ou du moins le retour du patron du tout-puissant Mazembe, et celui qui était aussi entre les griffes de la CPI, ils ont fait une coalition et finalement ils ont renversé au niveau de l'Assemblée nationale et Tshisekedi va peut-être véritablement s'asseoir avec son Premier ministre à lui parce que moi je pense que c'est la fin de Kabila qui s'annonce comme ça parce que Kabila va avoir un Premier ministre et certainement au niveau du gouvernement il y aura la redistribution des cartes et il va véritablement pouvoir asseoir son pouvoir comme il l'avait souhaité. Parce que, figurez-vous, depuis quand il a eu le pouvoir, on a mis beaucoup plus de temps pour mettre en place un gouvernement parce qu'il y avait des dissidences. Et il a fallu que, j'oublie son nom, le gars de tous puissant Mazembe, Moïse Katumbi, voilà, revienne et que Jean-Pierre Bemba aussi, avec sa coalition, puisse revenir pour donner cette majorité
à Tshisekedi pour qu'il puisse s'asseoir. Oui, Albert, on peut dire que Tshisekedi a pu se faire jouer de façon royale. Oui, ici, il a mis la manière, quel que soit tout ce qui s'est dit en RDC, tout ce qu'on a comme appréhension de la RDC, on a vu qu'il y a eu un bel exemple de démocratie qui s'est exprimé ici parce que la présidente de l'Assemblée nationale a été d'abord évincée par le vote au niveau de l'Assemblée. Le Premier ministre également a été évincé par la motion de défiance aujourd'hui qui par acte et qui accepte de démissionner. Le Sénat également qui est sous le contrôle, qui est, bon, on va dire toutes les trois institutions d'ailleurs, la présidente de l'Assemblée, le Premier ministre et puis le Sénat également, c'est quand même qui était resté quand même à la solde de Kabila, oui. Malgré la victoire de Tshisekedi au pouvoir et qui trouvait aujourd'hui qu'il était limité dans ses actions parce que c'était difficile, les choses ne passaient pas au niveau de ses institutions comme il le voulait, difficile de mettre en place son programme, difficile de dérouler. Il fallait se séparer évidemment de ces messieurs qui étaient devenus très difficiles à collaborer avec. Mais il est passé par les institutions démocratiques pour faire les choses de façon silencieuse jusqu'à arriver à atteindre son objectif. Aujourd'hui, on assiste à un retour avec deux qui sont quand même, on va dire, qui ont marqué aussi l'histoire politique de la RDC durant cette dernière décennie. Il s'agit bien de Moïse Katumbi, dont il faisait cas. Jean-Pierre Bemba également, qui certainement rentre à la majorité maintenant avec Tshisekedi. On verra bien ce que ça va porter, ce trio-là. Mais on retiendra quand même une belle leçon de démocratie là-bas, avec le respect des institutions qui ont procédé à la démission de ces figures-là qui étaient restées des figures emblématiques à Kabila. Dabadi, donc on peut dire que l'ère Kabila est en train d'être révolue. Tout à fait. Je pense que finalement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga aura compris finalement qu'il ne servait à rien de continuer à rouler dans le brancard, dans la mesure où 367 députés sur 382 présents ont voté pour sa destitution. Il ne lui restait plus autre choix que de rendre le tablier. Et c'est une décision que je trouve sage, même si il était contraint de le faire. Il a fait à son corps défendant. Mais je pense que au-delà de Sylvestre, c'est Kabila effectivement qui a été lâché par ses lieutenants. Et il a voulu jouer au plus malin, certainement en usant la stratégie Poutine-Medvedev pour revenir aux prochaines élections. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce lâchage, pratiquement, cette stratégie est mise en échec. Et donc, ça sera difficile pour lui de revenir rapidement au pouvoir si, en tout cas, il n'y a pas de renversement de situation. Je pense que c'est le pouvoir, en fait, de Félix Tshisekedi qui se retrouve ici renforcé, notamment avec le soutien des gens comme Bemba et Katumbi. Mais je pense que l'essentiel ici, c'est surtout pour Félix Tshisekedi, c'est de travailler à apporter le changement. Et plus tôt il le fera, mieux cela vaudra, parce que les Congolais attendent toujours. Ça fait plus de 2 ans pratiquement après son élection, on attend. Et donc, tant que ce changement ne sera pas opéré, on ne peut pas crier victoire. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on peut considérer cela comme une victoire d'étape pour Félix Tshisekedi parce qu'il a désormais le coup de France pour agir. En tout cas, il n'a plus droit à l'erreur et même à des excuses parce qu'aujourd'hui, on peut dire que bon, le blocage qui l'empêchait d'évoluer étant levé, il n'y a plus de raison qu'on continue effectivement à patauger. Il faut naturellement qu'il travaille rapidement, qu'il apporte les solutions, qu'il arrive à pacifier le pays dans son ensemble, notamment la zone de Béni, où effectivement des gens sont régulièrement tués, où des femmes sont violées, etc. Mais qu'il travaille aussi pour que le quotidien des Congolais puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose en RDC, c'est cela. On a effectivement un pays vachement riche, mais malheureusement, les citoyens peinent à se nourrir. Donc je pense qu'il faut travailler. Dieu nous pour terminer avec vous, elle est vraiment pris par le temps. Oui, je pense que beaucoup ne pariaient pas sur Tshisekedi. Tout à fait. Ce président potiche-là, bon, qu'on disait une marionnette entre les mains de son puissant allié, Kabila. Personne n'aurait parié justement sur Tshisekedi qui a hérité de ce pouvoir par un deal politique d'arrière-boutique. Personne en janvier 2019. Mais aujourd'hui, petit à petit, il est en train de s'émanciper. Et avec la manière, légalement, il a réussi à culbuter. Et la présidente du perchoir, bon, à faire migrer des centaines de parlementaires du FCC vers le cash. Bon, à guillotiner pratiquement politiquement à son absence le Premier ministre Ilunga. Et aujourd'hui,
petit à petit, il est en train d'habiter la fonction présidentielle. C'est ça, on dit, parce qu'il n'habitait pas. Il était là. Mais donc, il est en train d'habiter la fonction présidentielle. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord, Kabila est en train d'être mis sur la touche, mais attention quand même, parce que l'enjeu aussi c'est 2023. Et il y a deux personnalités qui sont en embuscade. Il y a Katumbi et puis il y a Mbemba. Et en 2023, si aujourd'hui les deux sont prêts à faire copain avec Fachi, c'est-à-dire Tshisekedi, en 2023, chacun va prendre son indépendance pour chercher la présidence. Donc, Tshisekedi, il a pu un peu déblayer, mais attention, rien n'est fait et il aura encore Kabila, même affaibli, qui sera toujours là pour en tout cas lui mettre les bâtons dans les rues. Donc, il faudra que, c'est vrai, il faudra qu'il améliore le quotidien des Congolais, tout, qu'il fasse. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun est omnibulé par le cap 2023 là, et il a gagné effectivement une victoire, mais pas la bataille. Voilà, on va s'arrêter là pour le débat de presse de ce matin. Était là pour le débat Albert Nagrego de Libre Info, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays, Dieudonné Zoumrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Fassou, et Xavier Belem-Négré de Radio Burkina. Merci à tous les quatre d'être venus pour le débat. Merci à vous également pour l'attention portée à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.